C'est un événement dramatique. Je pense que tous les acteurs internationaux, du secrétaire général des Nations Unies en passant par nos partenaires bilatéraux et les acteurs nationaux qui se sont exprimés sur cet événement ont souligné son caractère inacceptable. Une telle cruauté dans notre pays vient rajouter au drame de la situation sécuritaire volatile que nous enregistrons déjà depuis bientôt 4 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pour moi, on a atteint un comble dans l'horreur. Et comme tout le monde, j'ai été très ému par les images que j'ai vues, très touché par la qualité des victimes qui en fait étaient de jeunes enfants, comme on l'a souligné par ailleurs, qui n'aspiraient qu'à construire leur avenir et à contribuer à rehausser leur famille et leur communauté. Donc c'est un événement dramatique. En tant que père, en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, j'ai été énormément touché. Et jusqu'aujourd'hui, même après le deuil national, mon cœur, à titre personnel, continue à saigner lorsque je pense à ce que j'ai vu. Je pense qu'il y a des mécanismes de coopération et d'entraide judiciaire internationale. Si les éléments qui attestent que les soutiens de ces bandes armées sont effectivement basés dans des pays étrangers hors des frontières du Cameroun, il y a un certain nombre de textes sur le plan international qui permettent aux États de coopérer au niveau de l'entraide judiciaire. Je pense que le gouvernement est bien informé de l'ensemble de ces mécanismes. J'imagine qu'il les a activés et peut-être qu'il y a dans la communication de M. le ministre René Sadi une sorte de... Moi, j'ai cru lire une sorte de dépit par rapport peut-être à la collaboration que le gouvernement n'obtiendrait pas. Et c'est peut-être ce manque de collaboration qu'il faut interroger. Vous savez que dans les questions de coopération judiciaire, il y a parfois les barrières culturelles, les barrières techniques qui empêchent aux États d'être sur la même longueur d'onde. Est-ce que nous traitons de la même manière les prévenus? Est-ce que nous avons le même système au niveau des procédures pénales? Là, c'est vraiment des questions spécifiques de coopération qu'il faut regarder. Mais je ne pense pas aujourd'hui qu'en l'état actuel des régimes juridiques qui sont mis en place et qui ont été adoptés par la communauté internationale, des pays puissent délibérément refuser de mettre à la disposition d'un État qui en fait la demande dans le cadre de l'entraide judiciaire des individus reconnus coupables de crimes ou de soutien aux crimes du terrorisme. Il faut aller interroger maintenant de manière, je dirais, plus précise les raisons de ces blocages que j'ai cru lire dans les propos du ministre de la Communication. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'incompréhension? Auquel cas, il faut un travail diplomatique, il faut un travail vraiment de coopération poussée. Est-ce qu'il s'agit simplement de divergence de système judiciaire, la manière, comme je disais tout à l'heure, de traiter un suspect, un prévenu? Est-ce qu'il s'agit vraiment de blocage plutôt au niveau politique? Auquel cas, il faut vraiment interroger la mécanique qui a été mise en œuvre et les résultats auxquels nous sommes parvenus ou auxquels nous ne parvenons pas. Moi, je pense que le gouvernement a fait preuve de beaucoup de créativité jusqu'ici. Il faut le reconnaître. Il a fait preuve d'une forme de proactivité dans la gestion de cette crise. Ce n'est pas toujours souligné, mais il y a un certain nombre de propositions qui sont arrivées sur la table. On les connaît pour l'essentiel. Par partie des revendications corporatistes jusqu'au grand dialogue national, il y a eu toute une série de mesures qui ont été préconisées par les hautes autorités. Moi, je pense simplement qu'un événement comme celui qui s'est produit le 24 octobre à Kumba vient montrer qu'il reste encore
il reste encore peut-être des pistes à explorer. Et parmi ces pistes à explorer, moi, au niveau du CIDES, nous avons suggéré quelques idées qui complètent bien les idées qui ont été émises, les résolutions qui ont été prises dans le cadre du Grand Dialogue national. Je pense d'abord que sur le principe, il nous faut gagner en agilité. Il nous faut gagner en flexibilité. Parce que lorsque vous regardez les mesures qui ont été édictées pendant le Grand Dialogue national, il s'agit vraiment d'un catalogue qui nécessite au niveau de sa mise en œuvre beaucoup de temps. Je pense qu'il faut gagner en agilité, en flexibilité pour acquérir un peu plus d'efficacité. Les propositions que nous formulons sont la reprise d'un dialogue plutôt dans le sens bottom-up, à partir du bas vers le haut, en accélérant sur des consultations et des concertations à différentes échelles qui mettent vraiment la possibilité aux communautés, que ce soit des communautés qui sont dans les villages ou que ce soit des personnes qui se retrouvent du côté des acteurs politico-militaires, la possibilité de dire quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées, ces communautés-là. Je pense également qu'il faut peut-être au niveau de l'ingénierie administrative et institutionnelle envisager la mise en place de ce que nous avons appelé un haut commissariat à la restauration de la paix. Ce serait donc une structure qui aurait une marge de manœuvre en termes de prise d'initiative, en termes d'orchestration même de ce dialogue qui est souhaité par tout le monde, en termes également d'activation des partenariats internationaux pour que l'action humanitaire sur le terrain se déroule de manière plus efficace et sans entrave. Ce serait également ce haut commissariat qui opérerait comme une espèce de commandement opérationnel, mais alors à tonalité civile et politique, pour travailler avec les communautés de manière plus efficace et surtout avec les porteurs d'armes, avec les soutiens logés dans la diaspora de ces groupes-là, et qui ferait la navette entre ces personnes-là, ces communautés-là et le gouvernement pour qu'on ait des solutions à chaque fois taillées sur mesure. Parce que l'expérience en analyse des conflits montre la chose suivante. Vous avez des postures, vous avez des intérêts et vous avez des besoins. Il faut une structure qui ait une taille flexible, qui ait des mécanismes de travail qui soient tout à fait adaptés à ce qu'on appelle les politiques, la mise en œuvre des politiques de paix pour faire cette navette entre l'État, les communautés, les partenaires internationaux et les groupes politico-militaires. Et je pense que cette idée d'un haut commissariat à la restauration de la paix avec des personnes qui ne sont pas spécialement des ministres, mais vraiment des personnes qui sont des personnes envoyées spéciales par l'État, mais sélectionnées sur une base de leurs compétences, sur la base peut-être d'une acceptation par les communautés aussi, et pourquoi pas d'une acceptation par les partenaires internationaux que nous entendons engager à nous aider dans cette résolution de conflits. Donc il y a cette idée. Il y a, je pense aussi, l'idée vraiment de refocaliser l'action sécuritaire sur les responsabilités de sécurité. Parce que nous avons vu que sur le terrain, il y a aujourd'hui un travail de coopération civilo-militaire qui est mis en place avec une mise en avant de la dimension militaire et des militaires extrêmement présents dans ce travail de coopération civilo-militaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un décentrage, c'est-à-dire que la gestion de crise ne soit plus pilotée simplement à partir des sphères républicaines que nous connaissons, présidence, primature, mais qu'elle soit plutôt opérée à l'intérieur de ce haut commissariat à la restauration de la paix et qu'il y ait donc une refocalisation des militaires sur les responsabilités de sécurité et que l'action de coopération avec les groupes, avec les populations soit orchestrée à partir de ce haut commissariat. L'autre proposition également, ce serait d'obtenir dans le cadre du dialogue qui va se mettre en place, qui va se poursuivre, un accord de principe de la part de tous les acteurs pour que, à terme, nous ayons une sorte de commission, dialogue, vérité, justice, réconciliation. C'est très important parce qu'il me semble que des drames comme ceux qu'on a vécu le 24 octobre à Kumba et ceux qui ont précédé celui-là ne peuvent pas traverser une communauté nationale comme ça sans que l'on ne s'arrête et sans que on ne puisse réfléchir à tout ce qui s'est vraiment passé et semer à l'intérieur de cette communauté-là les graines pour que la réconciliation s'installe durablement. Quelle que soit l'issue de cette crise, il faudra, je pense, pour que la société, la collectivité nationale, et en particulier les collectivités les plus meurtries, celles qui sont dans ces deux régions, puissent traverser ce drame-là. Il faudra vraiment un moment de catharsis pour que tout ce qui n'a pas été dit,
tout ce qui mérite encore d'être dit, tout ce qui doit être posé sur la table puisse sortir et qu'on puisse effectivement, je ne vais pas utiliser un terme fort, mais entre guillemets, s'exorciser nous-mêmes. Parce que l'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, on est quelque part tous victimes de ce qui arrive à nos frères à partir du moment où nous avons ce vivre ensemble qui est une valeur partagée.